Daphnis et Chloé de Longus, une traduction de Jacques Amyot, revue par Paul-Louis Courrier, une lecture de Gilles Farfour. Livre troisième. Mais les Mytiléniens, apprenant comme ceux de Métime n'avaient envoyé 10 galères à leur dommage, et mêmement étant informés par gens qui venaient de la campagne, comme on avait couru leurs terres et pillé leurs biens, estimèrent que ce serait lâcheté d'endurer un tel outrage des Métimiens, et délibérèrent promptement prendre les armes contre eux. S'y levèrent incontinent 3000 hommes de pied et 500 chevaux, et envoyèrent par terre leur capitaine général Hypase, craignant de les mettre sur mer en temps approchant de l'hiver. Le capitaine partit aussitôt avec ses gens, ne fourragea point les terres des Métimiens, ni n'emmena le bétail des laboureurs et paysans, parce qu'il estimait cela être le fait d'un larron et non pas d'un capitaine, mais tira droit vers la ville, espérant la surprendre les portes ouvertes et sans garde. Mais quand il en fut près environ 6 lieues, un héros lui vint au-devant, qui lui demanda trêve au nom des Métimiens. Car ayant entendu depuis par leurs prisonniers que ceux de Mytilène ne savaient du tout rien de ce qui s'était passé, mais que c'était une querelle entre paysans et jeunes gens, où ceux-ci avaient eu des coups pour quelque insolence par eux faite, ils regrettaient fort d'avoir si à la légère offensé leurs voisins, et n'avaient autre désir que de rendre et restituer ce qui aurait été pris, pour pouvoir trafiquer et hanter comme devant les uns avec les autres, sans crainte ni danger. Hypase envoya le héros porter ces paroles au sénat des Mytiléniens, combien qu'il eût tout pouvoir et autorité absolue, et cependant alla camper à demi-lieue de Métime, attendant les ordres de sa ville. De là à 2 jours, ordre lui vint de recevoir les restitutions et s'en retourner sans faire nul dommage. Car ayant le choix de la paix ou de la guerre, ils avaient pensé que la paix valait mieux. Ainsi se termina la guerre entre Métime et Mytilène, finie comme elle fut commencée par soudaine résolution. Et là-dessus survint l'hiver, plus fâcheux que la guerre à Daphnis et à Chloé, car incontinent la neige, tombant en grande abondance, couvrit les chemins et enferma les laboureurs en leurs maisons. Les torrents impétueux tombaient à aval du haut des montagnes, l'eau se gelait, les arbres semblaient morts, on ne voyait plus la terre, sinon alentour des fontaines et de quelques ruisseaux. Ainsi ne se pouvaient plus mener les bêtes aux champs, ni n'osaient les gens mettre seulement le nez hors la porte, mais demeurant tous au logis, faisaient un grand feu, alentour duquel, dès que les coqs avaient chanté le matin, chacun venait faire sa besogne. Les uns retordaient du fil, les autres tissaient du poil de chèvre ou faisaient des collets à prendre des oiseaux. Le soin qu'il fallait leur avoir des bœufs était de leur donner de la paille à manger en la bouverie, aux chèvres et brebis de la feuiller en la bergerie, aux pourceaux de la faine et du gland en la porcherie. Étant ainsi chacun contraint de garder la maison pour la rudesse du temps, les autres, tant laboureurs que pasteurs, en étaient aises, parce qu'ils avaient un peu de relâche en leurs travaux, faisaient bon repas et longs sommes, tellement que l'hiver leur semblait plus doux que non pas l'été, ni l'automne, ni le printemps avec. Mais Daphnis et Chloé, se souvenant des plaisirs passés, comme ils s'entre-baisaient, comme ils s'entre-embrassaient, et de leurs joyeux passe-temps parmi ces champs et ces prairies, toute nuit soupiraient en grande peine sans pouvoir dormir, attendant la saison nouvelle, ni plus ni moins qu'une seconde vie après la mort. Chaque fois qu'ils trouvaient sous leurs mains la panetière dont ils saoulaient tirer leur manger, cela leur mettait deuil au cœur, apercevant la sébile où ils étaient coutumiers de boire l'un après l'autre, ou bien la flûte, qui était un don d'amourette, jetée à terre quelque part sans que l'on en tînt compte, cela renouvelait leurs regrets.
Il priait aux nymphes et à Pan qu'ils les délivrassent de ces maux, et leur remontrassent enfin à eux et à leurs bêtes le soleil beau et clair, et en même temps, faisant ces prières aux dieux, cherchaient quelque invention par laquelle ils se pussent entrevoir. Chloé de soi n'y eût su que faire, et aussi n'avait guère moyen, car celle qu'on estimait sa mère était tout le jour après elle, lui montrant à carder la laine et à tourner le fuseau, et lui parlant de la marier. Mais Daphnis, comme celui qui avait plus de loisirs et plus de sens aussi que la fillette, trouva pour l'avoir une telle finesse. Devant le logis de Dryas, tout contre le mur de la cour, étaient deux grands myrtes et un lierre. Les myrtes bien près l'un de l'autre et quasi joints par le pied, tellement que le lierre, les embrassant tous deux, s'étendant en guise de vigne sur l'un et sur l'autre, y faisait une manière de loge fort couverte, tant les feuilles étaient épaisses et tissues, s'il faut ainsi dire, les unes avec les autres. Par-dedans pendaient force grappes noires comme raisins à la treille, à l'occasion de quoi il y avait toujours, mêmement l'hiver, grande multitude d'oiseaux qui lors ne trouvaient rien ailleurs, force merles, force grives, force ramiers, force bisets, et de tous autres oiseaux aimant à manger grains de lierre. Daphnis sortit de la maison sous couleur d'aller tendre à ces oiseaux, ayant plein son bissac de foisses et de gâteaux au miel, et portant aussi, afin qu'on le crût mieux, de la glu et des collets. La distance de l'une des maisons à l'autre était d'environ 2000 lieues, et la neige, non encore durcie par le froid, lui eût fait avoir bien de la peine, n'eût été qu'amour passe-partout et franchit le feu, l'eau, la neige, voire même celle de la City. Daphnis fit le chemin tout d'une course, et arrivé devant la demeure de Dryas, secoua la neige qu'il avait aux pieds, tendit ses collets, englua de longues verges, puis se mit aux aguets là auprès, épiant quand viendraient les oiseaux et à l'aventure Chloé. Or quant aux oiseaux, il en vint grande compagnie, et en prit tant qu'il avait assez à faire à les amasser, à les tuer et à les plumer, mais de la maison ne sortait personne, homme ni femme, ni coq ni poule. Uns se tenaient tous au-dedans, clos et cois au long du feu, dont le pauvre Daphnis était en grand témoin d'être venue si mal à point et à heure si malheureuse. Il osa bien penser de trouver un prétexte pour tout droit entrer déant, discourant en lui-même quelle couleur serait la plus croyable. « Je viens quérir du feu. Comment, n'avez-vous point de plus proche voisin? Je demande du pain. Ton bissac est plein de vivres. Du vin? Il n'y a que 3 jours que vous avez fait vendange. Le loup m'a poursuivi. Et où en est la trace? Je suis venu chasser aux oiseaux. Que ne t'en vas-tu donc après que tu en as assez pris? Je veux voir Chloé. » Telle chose ne se pouvait bonnement confesser à un père et à une mère. Ainsi n'y avait-il pas une de toutes ces occasions-là qui ne portât quelque soupçon. Mieux vaut, disait-il, que je m'en aille, je la reverrai au printemps, non cet hiver, puisque les dieux, comme je crois, ne veulent pas. Ayant fait en lui-même ses devis et serrant déjà ce qu'il avait pris de grives et autres oiseaux, il s'en allait partir. Mais comme si expressément amour eût eu pitié de lui, voici qu'il vint. Dryas et sa famille à table, le pain et la viande toutes prêtes, chacun entendait à boire et à manger, et cependant un des chiens de la bergerie, voyant qu'on ne se donnait point de garde de lui, happe un lopin de chair et s'enfuit hors de la maison. De quoi Dryas, courroucé, pour autant mêmement que c'était sa part, prend un bâton et court après. En le poursuivant, il vint à passer au long de ce lierre où Daphnis avait tendu ses gluots, et le vit comme il chargeait déjà sa prise sur ses épaules, prêt à s'en retourner.
Et sitôt qu'il l'aperçut, oubliant échère et chien, Dieu te garde, mon fils, s'écria-t-il, puis le vint accoler et baiser, le prend par la main et le mène en sa maison. Quand ils se virent l'un l'autre, à peine qu'ils ne tombèrent tous deux, de grande aise qu'ils eurent. Ils se forcèrent toutefois de se tenir sur leurs pieds, s'entr'appelèrent, se donnèrent le bonjour et se baisèrent, ce qui leur fut comme un étai et appui qui leur vint à point pour les empêcher de tomber. Ayant ainsi Daphnis contre son espérance vue, et davantage ayant baisé sa Chloé, s'assit auprès du feu, et déchargea sur la table ses griffes et ses ramiers, content à la compagnie comment, ennuyé de tant demeurer à la maison, il s'en était venu chasser aux oiseaux, et comment il en avait pris aucuns avec des collets, d'autres avec des gluots, ainsi qu'il venait aux grains de lierre et de myrte. Ceux de la maison le louèrent grandement de son bon esprit, et le prièrent de manger à bonne chère de ce que le matin leur avait laissé, commandant à Chloé qu'elle leur versât à boire, ce qu'elle fit bien volontiers, à tous les autres premièrement, et puis à Daphnis le dernier. Car elle faisait semblant d'être fâchée contre lui, de ce qu'étant venu si près, il s'en était voulu aller sans la voir ni parler à elle. Et néanmoins, avant que lui présenter à boire, elle but un trait en la tasse, puis lui bâilla le demeurant, et lui, encore qu'il eut grand soif, but lentement et à longue haleine, pour en avoir tant plus de plaisir. Si fut tantôt la table vide de pain et chair, et lors assis, ils lui demandèrent nouvelles de Myrtale et Lamone, disant qu'ils étaient bien heureux d'avoir un tel bâton de leur vieillesse, desquels louanges Daphnis n'était pas mari, mêmement qu'on les lui donnait en présence de sa Chloé. Mais quand ils lui dirent qu'ils le retenaient ce jour et celui d'après, à cause qu'ils devaient le lendemain faire un sacrifice à Bacchus, peu s'en fallut qu'il ne les adorât au lieu de Bacchus. Il tira de son bissac force gâteaux et des oiseaux qu'ils habillèrent pour le souper. Ainsi fut derechef le feu allumé, le vin tiré, la table dressée, et sitôt qu'il fut nuit close se mirent à manger, après quoi ils passèrent le temps, partis à faire de plaisants contes et partis à chanter, jusqu'à ce que sommeil leur vînt. Et lors ils s'en allèrent coucher, Chloé avec sa mère, Daphnis avec Dryas. Chloé n'eut autre bien la nuit que de penser à son Daphnis, qu'elle verrait le lendemain tout le jour, et lui se repaissait d'une vaine volupté, tenant à grandeur de coucher seulement avec le père de sa Chloé, de sorte que plus d'une fois il l'embrassa et baisa, croyant en rêve embrasser et baiser Chloé. Le matin, il fit un froid extrême et tira un vent de bise si âpre qu'il brûlait et perçait tout. Quand ils furent levés, Dryas sacrifia à Bacchus un chevreau d'1 an, alluma un grand feu et apprêta le dîner. Donc, cependant que Nappé entendait à cuire le pain et Dryas à faire bouillir le chevreau, Chloé et Daphnis, étant de loisir, sortirent tous deux de la maison et s'en allèrent sous le lierre, où ils dressèrent des collets, tendirent des gluots et prirent encore grand nombre d'oiseaux, en s'entrebaisant parmi continuellement et tenant tels propos amoureux. « Je suis venu pour toi, Chloé. Je sais bien, Daphnis. À cause de toi, belle, je tue ces pauvres oiseaux. Qu'est-il de nos amours? M'as-tu point oublié? Non, par les nymphes, je t'ai juré, dans cette grotte où nous nous reverrons dès que la neige sera fondue. Ah, Chloé, quelle est haute cette neige! Ne fondrai-je point moi-même avant elle? Ne te soucie, Daphnis, le soleil sera chaud, mais que vienne Primevère. Ah, le fut-il déjà comme le feu qui brûle mon cœur? Badin, tu te moques de moi, et tu me tromperas quelque jour. Non ferait, par mes chèvres que tu m'as fait jurer. Ainsi que Chloé répondait en cette sorte à son Daphnis, ni plus ni moins que l'écho, Nappé les appela,
Ils s'y encoururent, portant avec eux leur prise bien plus grande que celle de la veille, et après avoir fait des libations à Bacchus, se mirent à manger, ayant sur leur tête des couronnes de lierre. Et à la fin, ayant bien repu et chanté l'hymne à Bacchus, renvoyèrent Daphnis en lui garnissant très bien son bissac de pain et de chair, et s'y lui rendirent ses grives, ses ramiers, disant que quant à eux, ils en prendraient bien toujours quand ils voudraient, tant que durerait l'hiver, et que les grappes ne faudraient aux lierres. Ainsi se partit Daphnis, en les baisant tous premiers que Chloé, afin que son baiser lui restât pur et net. Depuis, il y revint plusieurs fois par autre subtilité, de sorte que l'hiver ne se passa point tout pour eux sans quelque plaisir amoureux. Et sur le commencement du printemps, que la neige se fondait, la terre se découvrait et l'herbe dessous poignait, les bergers alors sortirent et menèrent leurs bêtes aux champs, mais devant tous Daphnis et Chloé, comme ceux qui servaient eux-mêmes à un bien plus grand pasteur. Et d'abord s'encoururent droit aux nymphes dans la caverne, ensuite à Pan sous le pin, puis sous le chêne, où ils s'assirent en regardant paître leurs troupeaux et s'entrebaisant quand et quand, puis allèrent chercher des fleurs pour en faire des couronnes aux dieux. Mais les fleurs à peine commençaient d'éclore par la douceur du petit béat de Zéphyr qui les ranimait et la chaleur du soleil qui les entr'ouvrait. Toutefois encore trouvèrent-ils de la violette, des narcisses, du muguet et autres telles premières fleurs que produit la saison nouvelle, dont ils firent des chapelets et en couronnèrent les têtes aux images, en leur offrant du lait nouveau de leurs brebis et de leurs chèvres, puis essayèrent à jouer un peu de leurs chalumeaux, comme s'ils eussent voulu provoquer les rossignols à chanter, lesquels leur répondaient de dedans les buissons, commençant petit à petit à lamenter encore Itis et recorder leur ramage qu'un long silence leur avait fait oublier. Et alors aussi les brebis bêlaient, les agneaux sautaient et se courbaient sous le ventre de leur mère, les béliers poursuivaient les brebis qui n'avaient point encore agnelé, et les ayant arrêtées saillaient puis l'une puis l'autre. Autant en faisaient les boucs après les chèvres, sautant à l'environ, combattant et se cossant fièrement pour l'amour d'elles. Chacun avait les siennes à soi et gardait qu'autre ne fît tort à ses amours. Toute chose dont la vue aurait tant des vieillards éteint rallumé le feu de Vénus, et trop mieux échauffait ces deux jeunes personnes qui de longtemps inquiets, pourchassant le dernier but du contentement d'amour, brûlaient et se consumaient de tout ce qu'ils entendaient et voyaient, cherchant quelque chose qu'ils ne pouvaient trouver outre le baiser et l'embrasser. Mêmement Daphnis, qui devenu grand et en bon point, pour n'avoir bougé tout l'hiver de la maison à ne rien faire, frisait après le baiser, et était gros, comme l'on dit, d'embrasser, faisant toutes choses plus curieusement et plus hardiment qu'auparavant, pressant Chloé de lui accorder tout ce qu'il voulait, et de se coucher nu à nu avec lui plus longuement qu'il n'avait accoutumé. Car il n'y a, disait-il, que ce seul point qui nous manque des enseignements de Philétas, pour la dernière et seule médecine qui apaise l'amour. Et Chloé, lui demandant ce qu'il y pouvait avoir outre ce baiser, s'embrasser et se coucher tout vêtu, et ce qu'il pensait faire plus quand il serait couché nu. Cela, lui dit-il, que les béliers font aux brebis et les boucs aux chèvres. Vois-tu comment après cela les brebis ne s'enfuient plus, ni les béliers ne se travaillent plus à courir après, mais paissent tous les deux amiablement ensemble, comme étant l'un et l'autre assouvis et contents, et doit bien être quelque chose plus douce que ce que nous faisons, et dont la douceur surpasse l'amertume d'amour. Et mais, fit-elle, vois-tu pas que les béliers et les brebis, les boucs et les chèvres, faisant ce que tu dis, se tiennent debout, les mâles montent dessus, les femelles soutiennent les mâles sur le dos,
Et toi tu veux que je me couche avec toi à terre et toute nue. Sont-elles donc pas plus vêtues de leur laine ou bien de leurs poils que moi de ce qui me couvre? Il la crut, et comme elle voulut, se coucha près d'elle, où il fut longtemps ne sachant comment faire pour venir à bout de ce qu'il désirait. Il la fit relever, l'embrassa par derrière en imitant les boucs, mais il s'en trouvait encore moins satisfait que devant. Il se rassit à terre et se prit à pleurer de ce qu'il savait moins que les bénins accomplir les œuvres d'amour. Or y avait-il non guère loin de là un qui cultivait son propre héritage et s'appelait Chromis, homme ayant déjà passé le meilleur de son âge et étant tout à l'heure cassé. Il tenait avec soi certaine petite femme, jeune et belle et délicate, pour autant mêmement qu'elle était de la ville et avait nom Lycénion, laquelle, voyant passer tous les matins Daphnis, qui menait ses bêtes en pâture et le soir les ramenait à l'étable, eut envie de s'accointer de lui pour en faire son amoureux, et tant le guetta qu'une fois le trouvant selet, elle lui donna une flûte, une gaufre à miel et une panetière de peau de cerf. Mais elle n'osa lui rien dire, se doutant qu'il aimait Chloé, parce qu'il était toujours avec elle, et néanmoins n'en savait autre chose sinon qu'elle les avait vus sourire l'un à l'autre et se faire des signes. Elle fit entendre à Chromis un matin qu'elle s'en allait voir une sienne voisine en travail d'enfant, suivit les jeunes gens pas à pas, et se cachant entre des buissons pour n'être point aperçue, vit de là tout ce qu'il faisait, entendit tout ce qu'il disait, et très bien sut remarquer comment et pour quelle cause pleurait le pauvre Daphnis. Par quoi, ayant pitié de leur peine, et en même temps considérant que double occasion de bien faire se présentait à elle, l'une de les instruire de leur bien, l'autre d'accomplir son désir, elle usa d'une telle finesse. Le lendemain, feignant d'aller voir sa voisine qui travaillait d'enfant, elle vient droit au chêne sous lequel était Daphnis avec Chloé, et contrefaisant la Marie troublée, « Hélas, mon ami, dit-elle, Daphnis, je te prie, aide-moi. De mes 20 oisons, voilà un aigle qui m'en emporte le plus beau, mais parce qu'il est trop pesant, l'aigle ne l'a pu enlever jusque sur cette roche là-haut où est son aire, mais est allé choir avec au fond du vallon, dedans ce bois-ci. Et pour ce, je te prie, mon Daphnis, viens-y avec moi, car toute seule j'ai peur, et m'aide à le recourir. Ne veuille souffrir que mon conte demeure imparfait. À l'aventure pourras-tu bien tuer l'aigle même, qui ainsi ne ravira plus vos agneaux ni vos chevreaux, et Chloé, ce temps pendant, gardera vos 2 troupeaux. Tes chèvres la connaissent aussi bien comme toi, car vous êtes toujours ensemble. Daphnis, ne se doutant de rien, se leva incontinent, prit sa houlette en sa main, et s'en fut avec Lycénion. Elle le mena loin de Chloé, dans le plus épais du bois, près d'une fontaine, où l'ayant fait soir. « Tu l'aimes, lui dit-elle, Daphnis, tu aimes la Chloé ?» Les nymphes me l'ont dit cette nuit. Elles me sont venues, ces nymphes, conter en dormant les pleurs que tu faisais hier, et elles m'ont commandé que je t'ôtasse de cette peine, en t'apprenant l'œuvre d'amour, qui n'est pas seulement baiser et embrasser, ni faire comme les béliers et bouquins, c'est bien autre chose et bien plus plaisante que tout cela. Par quoi, si tu veux être quitte du déplaisir que tu en as et trouver l'aise que tu y cherches, ne fais seulement que te donner à moi, apprentif, joyeux et gaillard, et moi, pour l'amour des nymphes, je te montrerai ce qui en est. » Daphnis perdit toute contenance, tant il fut aise, comme un pauvre garçon de village jeune et amoureux. Il se met à genoux devant Lycénion, la priant à main jointe de tôt lui montrer ce doux métier, afin qu'il pût faire à Chloé ce qu'il désirait. Et comme si c'eût été quelque grand et merveilleux secret, lui promit un chevreau de lait, des fromages frais, de la crème et plutôt la chèvre avec.
Ah donc, le voyant Lycénion, plus naïf et plus simple encore qu'elle n'avait imaginé, se prit à l'instruire en cette façon. Elle lui commanda de s'asseoir auprès d'elle, puis de la baiser tout ainsi qu'ils avaient coutume entre eux, et en la baisant de l'embrasser, et finalement de se coucher à terre au long d'elle. Comme il se fut assis, qu'il l'eut baisé, se fut couché, elle, le trouvant en état, le souleva un peu et se glissa sous lui, puis elle le mit dans le chemin qu'il avait jusque-là cherché, où chose ne fit qui ne soit en tel cas accoutumée, nature elle-même du reste l'instruisant assez. Finie l'amoureuse leçon, Daphnis, aussi simple que devant, s'en voulut courir vers Chloé pour lui faire tout aussitôt ce qu'il venait d'apprendre, comme s'il eût eu peur de l'oublier. Mais Lycénion le retint et lui dit: il faut que tu saches encore ceci, Daphnis, c'est que comme j'étais déjà femme, tu ne m'as point fait mal à ce coup, car un autre homme, il y a déjà quelque temps, m'enseigna cela que je te viens d'apprendre et en eut mon pucelage pour loyer. Mais Chloé, lorsqu'elle luttera cette lutte avec toi, la première fois elle criera, elle pleurera, et elle saignera comme qui l'aurait tuée. Mais n'aie point de peur, et quand elle voudra se prêter à toi, amène-la ici, afin que si elle crie, personne ne l'entende, et si elle pleure, personne ne la voie, et si elle saigne, qu'elle se puisse laver en cette fontaine. Et te souvienne cependant que je t'ai fait homme premier que Chloé. Après lui avoir donné ses avis, Lycénion s'en alla d'un autre côté du bois, faisant semblant de chercher encore son oison, et Daphnis, alors songeant à ce qu'elle lui avait dit, ne savait plus s'il oserait rien exiger de Chloé, outre le baiser et l'embrasser. Il ne voulait point la faire crier, car ce lui semblait acte d'ennemi, ni la faire pleurer, car c'eût été signe qu'elle eût senti mal, ou la faire saigner, car étant novice, il craignait ce sang, et pensait être impossible qu'il sortît du sang sinon d'une blessure. Il s'en revint du bois en résolution de prendre avec elle les plaisirs accoutumés seulement, et venu à l'endroit où elle était assise faisant un chapelet de violettes, lui controuva qu'il avait arraché des serres mêmes de l'aigle l'oison de Lycénion, puis l'embrassant, la baisa comme Lycénion l'avait baisé durant le déduit, car cela seul lui pouvait-il, à son avis, faire sans danger. Et Chloé lui mit sur la tête le chapelet qu'elle avait fait, et en même temps lui baisait les cheveux, comme sentant à son gré meilleur que les violettes, puis lui donna de sa panetière à repaître du raisin sec et quelques pains, et souvent-fois lui prenait de la bouche un morceau et le mangeait, elles, comme petits oiseaux prennent la becquée du bec de leur mère. Ainsi qu'ils mangeaient ensemble, ayant moins de souci de manger que de s'entre-baiser, une barque de pêcheurs parut, qui voguait au long de la côte. Il ne faisait vent quelconque, et était la mer fort calme, au moyen de quoi ils allaient à rame et ramaient à la plus grande diligence qu'ils pouvaient, pour porter en quelque riche maison de la ville leurs poissons tout frais pêchés, et ce que tous mariniers ont accoutumé de faire pour alléger leur travail, ceux-ci le faisaient alors. C'est que l'un d'eux chantait une chanson marine, dont la cadence réglait le mouvement des rames, et les autres, de même qu'en un chœur de musique, unissaient par intervalles leur voix à celle du chanteur. Or, tant qu'ils voguèrent en pleine mer, le son dans cette étendue se perdait, et la voix s'évanouissait en l'air. Mais quand ils vinrent à passer la pointe d'un écueil et entrèrent en une baie profonde en forme de croissant, on ouït bien plus fort le bruit des rames et bien plus distinctement le refrain de leur chanson, parce que le fond de la baie se terminait en un vallon creux, lequel, recevant le son, comme le vent qui s'entonne dedans une flûte, rendait un retentissement qui représentait à part le bruit des rames et la voix des chanteurs à part, chose plaisante à ouïr. Car comme une voix venait d'abord de la mer, celle qui répondait de terre résonnait d'autant plus tard que plus tard avait commencé l'autre.
Daphnis, qui savait que c'était de ce retentissement, ne regardait rien qu'en la mer, et prenait singulier plaisir à voir la barque voguer vite comme volerait un oiseau, tâchant à retenir quelque chose de la chanson qu'il pût jouer après sur sa flûte. Mais Chloé, n'ayant jamais ouï ce résonnement de la voix qu'on appelle écho, tournait la tête tantôt du côté de la mer lorsque les pêcheurs chantaient, tantôt vers le bois cherchant qui leur répondait. Eux passés, tout se tut en la mer et dans le vallon, et Chloé demandait à Daphnis si derrière l'écueil y avait point une autre mer, une autre barque et d'autres rameurs qui chantassent. Il se prit doucement à sourire, et plus doucement encore la baisa, puis lui mettant sur la tête le chapelet de violette, commença à lui conter la fable d'Écho, lui demandant pour loyer de lui faire ce beau conte 10 autres baisers. Il lui dit: il y a, mamie, plusieurs sortes de nymphes. Les unes sont nymphes des bois, les autres des prés ou des eaux, toutes belles, toutes savantes en l'art de chanter. Et fille d'une d'elles fut jadis Écho, mortelle parce qu'elle était née d'un père mortel, belle comme fille de belle mère. Elle fut nourrie par les nymphes et apprise par les muses qui lui montrèrent à jouer de la flûte, à former des sons sur la lyre et sur la cithare, et lui enseignèrent toutes sortes de chants, si qu'étant déjà venue en la fleur de son âge, elle dansait avec les nymphes et chantait avec les muses. Mais elle fuyait les mâles autant les dieux que les hommes, aimant la virginité. Pan se courrouça contre elle, jaloux de ce qu'elle chantait si bien, et dépité de ne pouvoir jouir de sa beauté. Il rendit furieux les pâtres et chevriers du pays, qui, comme loups ou chiens enragés, se jetèrent sur la pauvre fille, la déchirèrent, chantant encore, et çà et là dispersèrent ses membres pleins d'harmonie. Terre les reçut en faveur des nymphes, conserva son chant, retint sa musique, et depuis, par le devoir des muses, imite les voix et les sons, et représente, comme faisait la pucelle de son vivant, hommes, dieux, bêtes, instruments, et Pan, quand il joue de la flûte, lequel entendant contrefaire son jeu, saute et court par les montagnes, non pour une autre envie, mais cherchant où est l'écolier qui se cache et répète son jeu sans qu'il le voie ni connaisse. Daphnis ayant fait ce conte, Chloé le baisa non seulement 10 fois comme il l'avait demandé, mais beaucoup plus, car Écho redit peu s'en faut tout ce qu'il avait dit, comme pour témoigner qu'il n'avait point menti. La chaleur allait tous les jours de plus en plus augmentant, parce que le printemps finissait et l'été commençait, et aussi y avait-il de nouveaux passe-temps convenables à la saison d'été. Daphnis nageait dans les rivières, Chloé se baignait dans les fontaines, il jouait de la flûte à l'envi des pins que les vents faisaient résonner, elle chantait à l'encontre des rossignols à qui mieux. Ensemble ils chassaient aux cigales, prenaient des sauterelles, cueillaient les fleurs, croulaient les arbres, mangeaient les fruits, et à la fin se couchèrent tous deux sous une même peau de chèvre, nus à nu. Et lors eût Chloé facilement été faite femme, si Daphnis n'eût craint de lui faire sang, de quoi il avait si belle peur, qu'appréhendant de n'être pas toujours maître de soi, souvent il empêcha Chloé de se dépouiller toute nue, tellement qu'elle s'en étonnait, mais elle avait honte de lui en demander la cause. Il y eut durant cet été grande presse et pourchats amoureux autour de Chloé pour l'avoir en mariage, et venait-on de tous côtés la demander à Dryas. Aucun lui portait des présents, et tous lui faisaient de grandes promesses, tellement que Napé, mu d'avarice, lui conseillait de la marier, et ne tenir point plus longtemps une fille si grande en sa maison, que si on ne se hâtait de lui donner mari, elle pourrait à l'aventure bientôt, en gardant ses bêtes par les champs, perdre son pucelage et se marier pour des hommes ou des roses avec quelque berger.
Et, se disait Nappé, valait mieux, pour le bien d'elle et d'eux aussi, la faire maîtresse de la maison de quelques bons laboureurs, et prendre ce qu'on leur offrait qu'ils garderaient à leur propre fils. Car non guère auparavant leur était né un petit garçon, et Dryas lui-même quelquefois se laissait aller à ses raisons, aussi que chacun lui faisait des offres bien au-delà de ce que méritait une simple bergère, mais considérant puis après que la fille n'était pas née pour s'allier en paysannerie, et que s'il arrivait qu'un jour elle retrouvât sa famille, elle les ferait tous heureux, il différait toujours d'en rendre certaines réponses, et les remettait d'une saison à l'autre, dont lui venait à lui cependant tout plein de présents qu'on lui faisait. Ce que Chloé, entendant, en était fort déplaisante, et toutefois fut longtemps sans vouloir dire à Daphnis la cause de son ennui. Mais voyant qu'il l'empressait et importunait souvent, et s'ennuyait plus de n'en rien savoir qu'il n'aurait pu faire après l'avoir su, elle lui conta tout, combien ils étaient de poursuivants qui la demandaient, combien riches les paroles que disait Nappé à celle fin de la faire accorder, et comment Dryas n'y avait point contredit, mais remettait le tout aux prochaines vendanges. Daphnis, voyant telle nouvelle, à peine qu'il ne perdit sens et entendement, et se séant à terre, se prit à pleurer, disant qu'il mourrait si Chloé cessait de venir aux champs garder les bêtes avec lui, et que non lui seulement, mais que les brebis et moutons en mourraient de déplaisir s'il perdait une telle bergère. Puis, y ayant un peu pensé, il reprit courage et se mit en tête qu'il la pourrait avoir lui-même s'il la demandait à son père, espérant facilement l'emporter sur tous les autres et leur être préféré. Une chose pourtant le troublait, Lamone n'était pas riche, ce seul point lui affaiblissait fort son espérance. Toutefois il se résolut, quoi qu'il en pût arriver, de la demander à femme, et Chloé même en fut avie. Il n'en osa de prime abord rien dire à Lamone, mais découvrit plus hardiment son amour à Myrtale, et lui tint propos comme il désirait épouser Chloé. Myrtale la nuit en parla à son mari, mais Lamone le trouva fort mauvais, et appela sa femme bête de vouloir marier à une fille de simple berger tel gars à qui elle savait bien que les marques et enseignes trouvées avec lui promettaient autre fortune, et qui un jour ou l'autre étant reconnus des siens, les pourraient, eux, non seulement affranchir de servitude, mais les faire maîtres de meilleures et plus grandes terres que celles qu'ils tenaient comme serfs. Myrtale toutefois, craignant que le garçon épris d'amour, s'il perdait ainsi tout espoir de ce que tant il désirait, ne fût capable de quelque funeste résolution, lui allégua d'autres motifs et prétextes de refus. Nous sommes, se lui dit-elle, pauvres, mon enfant, et avons besoin d'une fille qui nous apporte plutôt qu'à qui il faille donner. Au contraire, ils sont riches, eux, et ils veulent avoir un mari qui leur donne. Mais va, fais tant envers Chloé, et elle envers son père, qu'il ne nous demande pas grand-chose et qu'il te la donne en mariage. Sans doute elle t'aime aussi, et elle aimera bien mieux coucher avec toi, pauvre et beau, qu'avec pas un de ceux-là, qui sont riches et laids comme marmots. Myrtale crut par ce moyen avoir doucement éconduit Daphnis, car elle tenait pour tout assuré que jamais Dryas n'y consentirait, ayant en main de plus riches partis qui lui offraient beaucoup de biens. Daphnis, quant à lui, ne se pouvait plaindre de la réponse, mais se voyant si loin d'espérance, fit ce que les amants qui sont pauvres ont accoutumé de faire. Il se prit à pleurer et invoqua les nymphes, lesquelles, la nuit en suivante, ainsi qu'il dormait, s'apparurent à lui, en même forme et manière que la première fois, et lui dit la plus âgée d'elles: « À un autre dieu touche le soin du mariage de Chloé, nous te donnerons, nous, de quoi gagner Dryas.
Le bateau des Métimniens, dont tes chèvres broutèrent le lien l'année passée, fut ce jour-là par les vents emporté bien loin de terre. Mais d'autres souffles la nuit le jetèrent contre la côte, où il périt et tout ce qui était dedans, sinon qu'avec le débris l'onde poussa sur la grève une bourse de 300 écus, et elle là, couverte d'algues, près d'un dauphin mort, qui a été cause que nul passant ne s'en est encore approché, fuyant un chacun la puanteur de cette pourriture. Vas-y, prends la bourse et la donne, ce sera assez à cette heure pour montrer que tu n'es point pauvre, mais un temps viendra que tu seras riche. Aussitôt dites ces paroles, elles disparurent avec la nuit, et le jour commençant à poindre, Daphnis se leva tout joyeux, chassa ses bêtes aux champs avec les sons accoutumés, et ayant baisé Chloé, salué les nymphes, s'encourut au bord de la mer, comme s'il eût voulu s'asperger d'eau marine. Là, se promenant sur le sable, il allait partout regardant s'il trouverait point ces 300 écus, à quoi il n'eut pas grand-peine, car la mauvaise odeur du dauphin corrompu lui donna un continent au nez et lui servit de guide jusqu'au lieu où, ayant écarté les algues, il trouva dessous la bourse pleine, qu'il enleva et la mit dans sa panetière. Mais il ne partit point de là qu'il n'eût adoré et remercié les nymphes et même la mer, car tout berger qu'il était, il aimait la mer alors, et elle lui semblait douce et bonne plus que la terre, parce qu'elle l'aidait à parvenir au mariage de son ami. Étant saisi de cet argent, il n'attendit pas davantage, en s'estimant le plus riche, non pas seulement de tous les paysans de l'alentour, mais aussi de tous les vivants, s'en alla droit à Chloé, lui conta le songe qu'il avait eu, lui montra la bourse qu'il avait trouvée, et lui dit de garder leurs bêtes jusqu'à ce qu'il fût de retour. Puis prit sa course vers Dryas, lequel lui trouva battant le blé dans l'air avec sa femme nappée. Il lui commença un brave propos en lui disant ces paroles. Donne-moi Chloé en mariage, je sais bien jouer de la flûte, je sais bien besogner aux vignes et aux arbres, labourer la terre, vanner le blé au vent. Et comment je sais gouverner les bêtes, elle-même Chloé te le peut témoigner. On me bailla au commencement 50 chèvres, je les ai fait multiplier 2 fois autant, et j'ai élevé de beaux et grands boucs jusqu'à 10, là où premièrement n'en ayant que 2, nous fallait la plupart du temps mener nos chèvres ailleurs. Et je suis jeune et votre voisin, de qui nul ne se saurait plaindre. Une chèvre m'a nourri comme Chloé une brebis. Et bien que pour tant de choses je dusse être préféré aux autres qui la demandent, encore te donnerai-je plus qu'eux. Ils te donneront, eux, quelques chèvres, quelques moutons, quelques couples de bœufs galeux, du blé de quoi nourrir 3 poules, mais moi, voici 300 écus. Seulement je te prie que personne n'en sache rien, non pas même mon père Lamone. En disant ces mots, il lui délivra l'argent et le baisa quand et quand. Dryas et Nappé, voyant si grosse somme de deniers qu'ils n'en avaient jamais tant vu ensemble, lui promirent aussitôt qu'il aurait Chloé pour sa femme et dirent qu'il ferait bien trouver bon ce mariage à Lamone. Ainsi demeurèrent Daphnis et Nappé à chasser des bœufs sur l'air et faire sortir avec la herse le blé des épis, pendant que Dryas, ayant premièrement serré la bourse et l'argent, s'en alla devers Lamone et Myrtale pour leur demander, à vrai dire au rebours de la coutume, leur jeune garçon en mariage. Il les trouva qu'ils mesuraient l'orge après l'avoir vannée et se plaignaient qu'à grand-peine en recueillaient-ils autant comme ils en avaient semé. Il les réconforta, disant qu'ainsi était-il partout. Puis leur demanda Daphnis sa Marie pour Chloé, et leur dit que combien que d'autres lui offrissent et donnassent beaucoup pour l'accorder, il ne voulait d'eux rien avoir, uns plutôt était prêt à leur donner du sien.
car ils ont, disait-il, été nourris ensemble, et gardant leurs bêtes aux champs, se sont pris l'un l'autre en telle amitié qu'il serait maintenant malaisé de les séparer, et ils étaient bien d'âge tous deux pour coucher ensemble. Il leur alléguait ces raisons et assez d'autres, comme celui qui, pour loyer de les persuader, avait reçu 300 écus. Lamon, ne pouvant plus s'excuser sur sa pauvreté, puisque les parents même de la fille l'en priaient, ni sur l'âge de Daphnis, car il était déjà en son adolescence bien avant, n'osa néanmoins dire encore à quoi tenait qu'il n'y consentît, qui était que tel parentage ne convenait point à Daphnis. Mais après y avoir un peu de temps pensé, il lui répondit en cette sorte. Vous êtes des gens de bien de préférer vos voisins à des étrangers, et de n'aimer point plus la richesse que l'honnête pauvreté. Veuillent Pan et les nymphes vous en récompenser, et quant à moi, je vous promets que j'ai autant d'envie comme vous que ce mariage se fasse, autrement serais-je bien insensé, me voyant déjà sur l'âge et ayant plus besoin d'aide que jamais, si je n'estimais un grand heur d'être allié de votre maison, et si est Chloé telle qu'on la doit souhaiter, belle et bonne fille, et où il n'y a que redire. Mais étant serf comme je suis, je n'ai rien dont je puisse disposer, faut que mon maître le sache et qu'il y consente. Or donc, différons, je vous prie, les noces jusques aux vendanges, car il doit, au dire de ceux qui nous viennent de la ville, se trouver alors ici. Et lors ils seront mari et femme, et en attendant s'aimeront comme frères et sœurs. Mais veux-tu que je te dise? Tu prétends pour gendre Dryas un qui vaut trop mieux que nous. Cela dit, il le baisa et lui présenta à boire, car il était déjà près de midi, et le convoya au retour quelque espace de chemin, lui faisant caresses infinies. Mais Dryas, qui n'avait pas mis en oreille sourde les dernières paroles de Lamon, s'en allait songeant en lui-même qui pouvait être Daphnis. Une chèvre fut sa nourrice, les dieux ont eu soin de lui. Il est beau et ne tient en rien de ce vieillard Camus ni de sa femme pelée. Il a trouvé à son besoin ses 300 écus, à peine pourrait un chevrier se procurer autant de noisettes. N'aurait-il point été exposé comme Chloé? Lamon l'aurait-il point trouvé, comme moi, cette petite, avec telles marques et enseignes comme j'en trouvais avec elle? Ô Pan et vous, nymphes, veuillez qu'il soit ainsi. À l'aventure un jour Daphnis, reconnue de ses parents, pourra bien faire connaître ceux de Chloé aussi. Dryas s'en allait, discourant et rêvant ainsi en lui-même jusques à son air, où il trouva le gars en grande dévotion d'ouïr quelle nouvelle il apportait. Il le réconforta en l'appelant de tout loin son gendre, lui promit les noces sans faute aux prochaines vendanges, lui donna la main, foi de laboureur que Chloé jamais ne serait à autre que lui. Daphnis aussitôt, sans vouloir ni boire ni manger, s'en recourut vers elle, et l'ayant trouvée qui tirait ses brebis et faisait des fromages, il lui annonça la bonne nouvelle de leur futur mariage, et de là en avant ne feignait de la baiser devant tout le monde comme sa fiancée, et l'aider en toutes ses besognes, tirait les brebis dans les seaux, faisait prendre le lait pour en faire des fromages, mettait les agneaux sous leur mère, comme aussi ses chevreaux à lui. Puis, quand tout cela était fait, il se baignait, mangeait, buvait, puis allait en quête des fruits mûrs, dont il y avait grande abondance, parce que c'était après l'août, dans la richesse de l'automne. Force poires de bois, force nèfles et azéroles, force pommes de coin, les unes à terre tombées, les autres aux branches des arbres. À terre elles avaient meilleure senteur, aux branches elles étaient plus fraîches, les unes sentaient comme malvoisie, les autres reluisaient comme or. Parmi ces pommiers, un ayant été déjà tout cueilli, n'avait plus ni feuilles ni fruits.
Les branches étaient nues, et n'était demeurée qu'une seule pomme à la cime de la plus haute branche. La pomme, belle et grosse à merveille, sentait aussi bon ou mieux que pas une, mais qui avait cueilli les autres n'avait osé monter si haut, ou ne s'était soucié de l'abattre, ou possible une si belle pomme était réservée pour un pasteur amoureux. Daphnis ne l'eut pas sitôt vu qu'il se mit en devoir de l'aller cueillir. Chloé l'en voulut garder, mais il n'en tint compte. Pourquoi elle, peureuse et dépitée de n'être point écoutée, s'enfuit où était leur troupeau, et Daphnis, montant au fin faîte de l'arbre, atteignit la pomme qu'il cueillit, et la lui porta, et la voyant mal contente, lui dit-elle parole. Cette pomme, Chloé m'a mis, les beaux jours d'été n'ont fait naître, un bel arbre la nourrit. Puis, mûrie par le soleil, fortune l'a conservée. J'eusse été aveugle vraiment de ne la pas voir là, et sot l'ayant vue de l'y laisser, pour qu'elle tombât à terre et fût foulée aux pieds des bêtes ou envenimée de quelque serpent qui eût frayé au long. Ou bien, demeurant là-haut, regarder, admirer, envier, eût été gâtée par le temps. Une pomme fut donnée à Vénus comme à la plus belle, tu mérites aussi bien le prix. Ayant même beauté l'une et l'autre, vous avez juge pareil. Il était berger, lui, moi, je suis chevrier. Disant ces mots, il mit la pomme au giron de Chloé, et elle, comme il s'approcha, le baisa si suavement qu'il n'eut point de regret d'être monté si haut pour un baiser qui valait mieux à son gré que les pommes d'or.